Bonjour. Bonsoir. 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 Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs du jury, chers consoeurs, chers confrères, chers participants et distingués invités, bienvenue à la grande finale de la 24e édition du concours des débats oratoires du Barreau de Montréal. Welcome to the final of the 24th edition of the Bar of Montreal Debating Competition. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je suis Rosalie Plouffe, avocate et membre du comité organisateur, qui m'a confié le mandat d'agir comme maître de cérémonie pour cette soirée. Je vous rappelle que le thème retenu cette année est le suivant: implanter un système de tickets modérateurs pour les soins de santé, pour ou contre. The theme of this year's edition is the introduction of a user fee for healthcare, for or against. Tout comme pour les demi-finales, la position que chacune des équipes aura à défendre sera tirée au hasard quelques minutes avant le début de la finale. Il me fait grand plaisir de vous présenter les membres du jury de la finale. À votre extrême gauche, Dr Georges Lévesque. Dr Lévesque a obtenu son diplôme en médecine de l'Université de Sherbrooke en 1974. Il est également détenteur d'un certificat en acupuncture de l'Institut de médecine traditionnelle de Beijing. Après quelques années de pratique générale et à l'urgence, il a terminé sa résidence en médecine d'urgence en 1986 et se consacre à cette pratique depuis. Il est membre fondateur de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Professeur adjoint à l'Université McGill pendant plus de 20 ans, il y a fait 2 mandats à titre de directeur du programme de spécialité en médecine d'urgence. Dr Lévesque travaille depuis 10 ans à l'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Animateur de l'émission Une pilule, une petite granule à Télé-Québec depuis 8 ans, il a également été chroniqueur de l'émission C'est bien meilleur le matin à la radio de Radio-Canada et membre du conseil d'administration de Médecins québécois pour le régime public en 2009-2010. Bienvenue à vous, Dr Lévesque. Madame Pascale Breton est titulaire d'un baccalauréat en journalisme de l'Université du Québec à Montréal. Elle a fait ses premières armes comme journaliste au quotidien La Tribune à Sherbrooke. Journaliste depuis une quinzaine d'années, elle travaille présentement au journal La Presse depuis 2000. Elle couvre maintenant le domaine de l'éducation, après avoir couvert pendant plusieurs années le secteur de la santé, ainsi que l'actualité politique sur la colline parlementaire à Québec. Soyez la bienvenue, Madame Breton. Le président du jury, l'honorable Richard Wagner. Richard Wagner est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales avec concentration en sciences politiques et d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Admis au barreau en 1980, il a pratiqué le droit au sein du cabinet Lavery de Billy et a plaidé devant tous les tribunaux judiciaires et quasi-judiciaires du Québec, ainsi que devant la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada. Au cours de sa carrière d'avocat, il s'est impliqué activement à l'Association du barreau canadien, au barreau du Québec, au barreau de Montréal, dont il a été bâtonnier en 2001-2002, et au Centre d'accès à l'information juridique, le CAIJ. Il a également enseigné les techniques de plaidoirie et la procédure civile à l'École du barreau du Québec. Nommé fellow fondateur du Collège canadien des avocats en droit de la construction en 1998, le juge Wagner a aussi reçu le mérite du barreau du Québec en 2005 pour sa contribution à la profession d'avocat, notamment pour la création du CAIJ, qui assure l'accès à l'information juridique à tous les avocats du Québec. En 2004, Richard Wagner est nommé juge à la Cour supérieure du Québec et siège à la Chambre civile, à la Chambre commerciale et à la Chambre criminelle. Son implication, son éthique et ses compétences le conduiront à la Cour d'appel du Québec en 2011 et 1 an et demi plus tard, au plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Monsieur le juge Wagner, bienvenue parmi nous. Merci. Claude Castonguay a fait ses études en sciences à l'Université Laval et en actuariat à l'Université du Manitoba. En 1966, il présidait la commission d'enquête Castonguay-Neveu, dont le but était de produire un rapport sur la situation des soins de santé et les services sociaux. De 1970 à 1973, il a été député pour le Parti libéral du Québec et a par la suite été nommé ministre de la Santé et ministre de la Famille et du Bien-être social.
En tant que ministre de la Santé, il fut à l'origine de la carte d'assurance maladie dans la province de Québec. Claude Castonguay est d'ailleurs souvent qualifié de père de l'assurance maladie. Il fut ensuite ministre des Affaires sociales avant de siéger au Sénat de 1990 à 1992. Au titre de sa carrière, Claude Castonguay a siégé souvent à titre de président sur de nombreux conseils d'administration au sein de diverses institutions publiques québécoises, de fondations et de grandes entreprises. Récemment, M. Castonguay a agi à titre de président du groupe de travail sur le financement de la santé en 2007 et en 2008, puis comme président du comité d'implantation de l'Institut d'excellence en santé et en services sociaux en 2009. Depuis quelques années, il est fellow invité au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO. Et à ce titre, il a publié 2 rapports dont nous avons beaucoup entendu parler ce soir, intitulés « La longévité, une richesse collective » et « Le point sur les pensions », et un troisième en 2011 intitulé « Une rémunération mixte pour les médecins ». Actuel gouverneur des fondations Marie-Vincent, Madeliède et Neurotrauma Marie-Robert, membre du conseil de l'administration de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, il est également compagnon de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Castonguay, merci beaucoup d'être des nôtres. Finalement, la dernière mais non la moindre, maître Denise Boulet, a étudié le droit à l'Université de Montréal et a été admise au barreau en 1988. Elle est enseignante à l'École du barreau et avocate en litige depuis 24 ans, associée au cabinet au sein de l'étude Boulet-Blaquière Avocat. Depuis 1996, elle consacre sa pratique exclusivement à la défense des droits des personnes âgées, des usagers du réseau de la santé et des services sociaux et des victimes de préjudices corporels, particulièrement les victimes d'erreurs médicales. Elle est également présidente du comité des consultations juridiques du barreau de Montréal depuis 2005. Bienvenue à vous, Maître Boulet. C'est à Maître Michèle Moreau, directrice générale de Pro Bono Québec et des centres de justice de proximité, que le comité a confié la tâche de diriger les débats. Collaboratrice de longue date, Maître Moreau a toujours été impliquée dans les affaires du barreau de Montréal. C'est d'ailleurs pour souligner cet apport considérable que le Conseil lui a remis en 2011 le mérite du barreau de Montréal, une distinction destinée aux personnes qui se sont signalées par leur contribution exceptionnelle au barreau de Montréal et à ses activités. Merci d'avoir de nouveau accepté de diriger les débats. J'aimerais également souligner la présence de Maître Julie Mousseau, présidente du comité d'organisation parmi nous, ainsi que certains membres du comité qui sont présents ce soir, Maître Mireille Goulet, Maître Nathalie Lefebvre, qui agit également comme chronométreuse. Et j'aimerais également souligner la présence de Maître Doris Larrivée, directrice générale du barreau de Montréal, de Maître Catherine Pilon, bâtonnière du barreau de Montréal, et finalement Mme Ghislaine Dufault, directrice des communications du barreau de Montréal, et son adjointe, Mme Christine Plot. Merci pour votre beau travail. Avant de lui céder la parole, j'aimerais remercier au nom du barreau de Montréal un partenaire de longue date, Druide Informatique, et son président fondateur, Maître André Dersonance, que j'inviterai à vous adresser quelques mots. Bonsoir. Alors, sans dévoiler le nom des finalistes, un privilège qui est réservé au président de mon jury, Maître Pierre Fournier, je peux vous dire que nous avons tous été grandement impressionné par les aptitudes d'orateur des participants aux demi-finales. Tellement que je suis convaincu que vous avez entendu tous les arguments pour prendre collectivement une décision ici ce soir. Et fidèle à mon habitude, une nouvelle habitude qui date maintenant de 2 ans, j'aimerais savoir, et vous allez lever la main quand je vais vous poser la question, pour voir effectivement de quelle façon vous avez été éclairés par nos participants, combien d'entre vous pensez que nous devrions implanter un système de tickets modérateurs pour les soins de santé? Levez la main ceux qui sont pour le ticket modérateur. Alors, laissez-les lever parce que ça peut être serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, parce que vous n'êtes pas sûr, 15 et demi. OK. Et maintenant, juste pour être certain, combien de personnes pensent que nous ne devrions pas instituer un tel ticket? Alors là, je remarque que les gens lèvent la main plus haut et définitivement, c'est en compte. Mais j'ai vu que c'est facile. Maintenant, une nouvelle habitude que j'ai maintenant, j'ai lancé la question sur mon compte Facebook. Allons voir qu'est-ce que les gens ont dit là-dessus. Alors, je ne donnerai pas les noms de famille. Mon ami Pierre a dit qu'il préférait une allocation santé. L'assurance santé paye un montant et c'est à moi de choisir ma clinique et de payer la différence au besoin. Alors, c'est très original.
Mon autre ami Pierre dit qu'avec 20 heures d'attente à l'urgence, on n'a pas besoin d'un autre ticket modérateur. Il faut être vraiment malade pour attendre tout ce temps-là. Mon ami Jean-Guillaume, lui, est contre. Il dit que ça coûte plus cher au système de santé de traiter des patients qui ont attendu ou qui hésitent à aller à l'hôpital. Et donc, on accentuerait le phénomène. Et mon ami François, lui, est pour. Il part du principe que tout ce qui est gratuit se gaspille ou est abusé. Et finalement, ma belle-mère me dit qu'elle va me répondre après le dessert de mes enfants qu'elle garde ce soir. Alors voilà, c'était le conseil. Nous sommes 2-1 en faveur du contre. Et vous aurez compris qu'en organisant le concours des débats oratoires, le Barreau de Montréal y verra peut-être de futurs plaideurs parmi nos étoiles de la relève collégiale. Et nos plus grands plaideurs, mesdames et messieurs, ont une chose en commun. Leur prouesse verbale n'ont d'égal que leur maîtrise de l'écrit. Et c'est en pensant notamment à eux et à tous ceux qui gagnent leur vie par l'écrit que Druide Informatique a conçu Antidote. Alors attention, je rentre maintenant dans la phase publicitaire de mon allocution. Antidote. Écoutez, vous n'aurez jamais de meilleur ami pour écrire en français que le logiciel Antidote. Et contrairement à la situation qui prévaudrait advenant l'instauration d'un ticket modérateur, vous n'aurez à payer qu'une seule fois. Véritable couteau suisse de l'écriture, Antidote compte pas moins de 10 guides linguistiques, encore plus de dictionnaires et le meilleur correcteur grammatical de la francophonie. Et c'est fait ici, à Montréal, de quoi être fier. Et si ce n'était pas assez fort pour vous, lorsque vous faites des erreurs, la grammaire d'Antidote s'ouvre à la bonne page. Pour vous expliquer votre erreur. Non, mais c'est ça, c'est fort. Quand même. Alors, et en passant, s'il y en a d'entre vous qui ont un iPhone, un iPad, vous pouvez également l'installer. À ce moment-là, on parlera d'Antidote mobile ou d'Antidote ardoise. In my view, the 4 finalists whom I will not announce are equally deserving. This is why each of them will receive Antidote. I will not repeat the speech in English. This awesome set of software reference tools for writing in French. A fabulous prize worth $129.95, and that is before taxes. As to the 2 best speakers who have not reached the final, they will receive le grand druide des synonymes et des antonymes, le plus grand ouvrage papier de ce type. J'espère que c'est évident pour vous que Druide Informatique est très fier d'être associé au concours des débats oratoires. Nous le sommes depuis 1997. Merci au Barreau de Montréal pour la création de ce concours. Merci aux bénévoles pour son organisation. Merci aux professeurs pour la préparation de nos compétiteurs. Merci aux familles et aux amis pour leur soutien. Et surtout, bonne chance à nos finalistes. Merci beaucoup, Maître d'Orsonnance. C'est toujours un plaisir. Alors, sans plus tarder, j'invite maintenant le président du jury des demi-finales, Maître Pierre Fournier, à venir dévoiler le nom des 2 équipes finalistes. Alors, rebonsoir à tous. Contrairement à André, quand je vois la qualité des présentations que nous avons eues ce soir, je me dis que si je n'étais pas si près de la retraite, j'aurais fort à craindre de ce qui s'en vient. Mais, quoi qu'il en soit, ça me fait plaisir de vous dire que vous allez maintenant entendre nos 2 finalistes, soit les collèges Brébeuf et Stanislas. Félicitations aux finalistes et merci beaucoup au jury des demi-finales, Maître Pierre Fournier, ancien bâtonnier du Barreau de Montréal, Maître André d'Orsonnance, président fondateur de Druide Informatique, et Maître Dominique Vézina, tous 3 récipiendaires du mérite du Barreau de Montréal grâce à leur dévouement exemplaire. Merci beaucoup. Maintenant, place à la grande finale. Je cède immédiatement la parole à notre modératrice, Maître Michel Moreau. Merci. Alors, rebonsoir à ceux qui étaient là pour les demi-finales, sinon bienvenue. Première petite note d'intendance, je vous demanderai de fermer les sonneries des téléphones cellulaires, s'il vous plaît. J'avais fait l'appel, vous voyez, pour les demi-finales, puis il y a quand même eu quelques sonneries. Alors, je vous invite maintenant à fermer vos cellulaires. Le mien, c'est fait. Et j'invite maintenant les 2 équipes finalistes à s'avancer, s'il vous plaît, pour le tirage au sort. Alors, Brébeuf, Stanislas, c'est décidé entre vous. Là. Moi, je tends les dés, vous décidez qui lance les dés. Le plus haut total, 6 et 7. Alors, vous avez le choix pour ou contre? Le contre, alors vous avez le pour. Alors, donc,
Collège Stanislas, quand vous êtes prêts, vous y allez. Monsieur le Président, honorables membres du jury, bonsoir. Je m'appelle Marina Najar et je vous présente mon coéquipier Lucas Mathieu. Notre système de santé va mal. Les dépenses en santé augmentent de 1,5 milliard de dollars par an depuis 2009. Le déficit budgétaire se creuse et suit une tendance insoutenable. Ces problèmes économiques sont la conséquence directe du manque de flexibilité dont souffre notre système face aux problèmes d'aujourd'hui. Nous avons besoin de changement et le ticket modérateur répondrait à ce changement et aurait un impact positif sur notre système. Nous vous montrerons dans un premier temps que la mise en place d'un ticket modérateur est actuellement légitime au vu de la situation actuelle du Québec. Dans un deuxième temps, nous vous expliquerons en quoi nous pouvons mettre en place le ticket modérateur sans nuire à l'universalité de notre système. Je laisserai ensuite la parole à mon coéquipier Lucas Mathieu, qui vous montrera en quoi le ticket modérateur permettrait de remettre en question l'immobilisme dont fait preuve notre système face aux problèmes d'aujourd'hui. Finalement, nous vous montrerons en quoi le ticket modérateur permettrait une meilleure implication des Québécois dans leur propre système de santé. Nous avons besoin de changement. Nous ne sommes plus en 1971, date de création de notre système de santé actuel. En 1971, la santé représentait 30,6% des dépenses. Aujourd'hui, elle représente 44,7%. En 1971, la dette publique du Québec était de 17 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est de plus de 250 milliards de dollars. En 1971, la croissance du PIB du Québec était de 4%. Aujourd'hui, elle n'excède pas plus de 0,8%. En 1971, nous pouvions nous permettre un tel système. Notre système de santé était parfaitement adapté à la situation des années 70 et 80. Mais aujourd'hui, les temps ont changé et notre système doit suivre ce vent de changement. Par exemple, la mise en place de nouvelles technologies qui amélioreraient l'efficacité de notre système de santé augmenterait les dépenses. Il en résulte que la croissance des dépenses de notre système de santé est 30% plus élevée que celle de notre PIB. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous avons besoin de changement et le ticket modérateur rapporterait ce changement. D'après le rapport de Claude Castonguay, père de notre système actuel, le ticket modérateur rapporterait 500 millions de dollars par an, somme qui augmenterait de 40 millions de dollars à compter de sa mise en application. Cette somme n'aurait pas pour but de combler le déficit, mais d'aider à financer d'autres réformes plus importantes, plus profondes dont a besoin notre système. Par exemple, en 3 ans, il pourrait rapporter les 1,4 milliard de dollars nécessaires à la finalisation de l'informatisation du système. Nous ne pouvons plus nous fermer les yeux. Notre système va mal et nous avons besoin de changement. Le ticket modérateur est actuellement légitime au vu de la situation actuelle. Nous allons maintenant vous montrer que nous pouvons mettre en place le ticket modérateur sans nuire à l'universalité de notre système. En effet, on reproche souvent au ticket modérateur de priver l'accès aux soins aux plus démunis, dans la mesure où certains pourraient ne pas avoir les moyens de payer la totalité des montants. Cependant, le ticket modérateur qu'on propose est un ticket modérateur modulé, progressif. C'est-à-dire que la somme maximale imposable au patient n'excéderait pas 1% de ses revenus. Payer 1% de ses revenus pour avoir accès à l'un des meilleurs systèmes médicaux du monde. La participation des patients n'excéderait pas 25 $ la visite. Dans ces conditions, le ticket modérateur est légitime et ne nuirait pas à l'universalité de notre système de santé. Merci beaucoup. Merci.
Honorable Président, Mesdames et Messieurs du jury, bonsoir. Je m'appelle Lucas Mathieu. Nous vous avons montré que la mise en place d'un ticket modérateur aurait un impact positif quant au financement de notre système de santé. D'autre part, nous vous avons montré qu'un tel système modulé ne nuirait pas à l'universalité du système. Je vais désormais vous expliquer en quoi est-ce que le ticket modérateur permettrait d'aider le Québec à sortir de l'immobilisme dont il fait preuve en matière de santé. Je vous montrerai ensuite que le ticket modérateur permettrait une meilleure implication des Québécois dans leur système de santé. Nous ne vivons plus dans les mêmes conditions économiques et démographiques qu'il y a 40 ans. Et le Québec fait preuve d'un immobilisme en matière de santé qui l'étouffe. Le Canada est aujourd'hui le seul pays de l'OCDE à ne pas s'être doté d'un ticket modérateur. L'Allemagne, par exemple, en a un depuis maintenant 25 ans, ce qui n'empêche pas de proposer de meilleurs services de santé, selon l'indice santé Euro-Canada, tout comme 25 autres pays européens que le Canada et le Québec. Il faut cesser de nous raccrocher à une chimère. Notre système de santé est basé sur des principes idéologiques, mis en place il y a 40 ans, qui ne sont plus viables dans le Québec d'aujourd'hui. Nous avons besoin de changement et nous avons besoin d'adaptation. Il faut nous adapter aux conséquences économiques de la crise des subprimes de 2007. Il faut nous adapter à la diminution de la croissance du PIB québécois. Il faut nous adapter à la capacité collective de payer à même nos impôts nos soins de santé. En bref, nous devons nous adapter à la situation de 2013. Et en 2013, toute solution ne nuisant pas à l'universalité du système est susceptible de nous aider à rétablir nos finances est raisonnable. Et à ce titre, le ticket modérateur est légitime. De plus, un tel ticket permettrait une meilleure implication des Québécois dans leur système de santé. La gratuité de celui-ci entraîne un manque de discernement quant à la légitimité de l'utilisation des soins de santé. Une étude réalisée lors de la mise en place du ticket modérateur a montré que le nombre de consultations médicales jugées sans cause raisonnable par les médecins a augmenté de 70% lors de la mise en place de l'assurance maladie du Québec. On a tendance à penser que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Notre système de santé en a pourtant une, et elle s'élève cette année à plus de 31 milliards de dollars. D'autre part, le ticket modérateur permettrait de rappeler aux Québécois qu'en tant que contribuables, ils sont en droit de revendiquer un système de santé simple, efficace et durable. Honorable Président, Mesdames et Messieurs du jury, pensez-vous que les Québécois continueront d'accepter d'attendre 20h30 aux urgences lorsqu'ils devront payer une partie de la consultation de leur poche? Pensez-vous que les Québécois continueront de fermer les yeux devant les privilèges qu'octroie la médecine à 2 vitesses s'ils doivent la financer directement? Le ticket modérateur, en rappelant aux Québécois qu'ils sont ceux qui payent leur système de santé, leur permettrait de leur rappeler qu'ils sont en droit de revendiquer un système efficace et durable pour leur propre intérêt. Il s'agit du contrat social québécois en matière de santé. D'autre part, le ticket modérateur, avec son apport économique, serait aussi un moyen d'aider les Québécois à obtenir un meilleur système de santé, sans pour autant nuire à l'universalité de celui-ci. Le ticket modérateur est une solution. Et nous vous invitons à le voir non pas comme une fin, mais comme un moyen. Un moyen efficace d'aider à réduire notre déficit et à augmenter nos revenus. Un moyen raisonnable, dans la mesure où sous une forme modulée, il ne nuirait pas à l'universalité du système. Un moyen d'aider le Québec à sortir de l'immobilisme dont il fait preuve en matière de santé aujourd'hui. Et un moyen d'entraîner une meilleure implication et une meilleure conscientisation des Québécois dans leur système de santé. Car en tant qu'utilisateurs-payeurs, ils seraient alertés, ils seraient plus encore légitimes lorsqu'ils réclameraient un système plus efficace, plus centré sur les Québécois, plus durable et plus sain. Pour l'ensemble de ces raisons, nous préconisons la mise en place d'un ticket modérateur pour les soins de santé au Québec. Merci. Collège Jean de Brébeuf, 5 minutes chacun, quand vous êtes prêts.
Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres du jury et de l'auditoire. La Révolution tranquille tendait vers un idéal. Cet idéal assurait l'égalité entre les Québécois de tous les horizons. Un État de droit qui protégeait et propageait cette égalité devant la loi et une distribution ou redistribution équitable des richesses. Bref, tous ces grands hommes, ces grandes femmes qui ont forgé le Québec d'aujourd'hui. Les Gérin-Lajoie, Lesage, Bourassa, Johnson Père, Lévesque, Castonguay, j'en passe, l'ont fait dans la perspective d'une solidarité québécoise. Or, tous ces éléments se trouvent au sein de la justice sociale, valeur devenue fondamentale au Québec d'aujourd'hui. Nous, Québécois, sommes attachés à des valeurs d'accessibilité, d'universalité et d'équité, de solidarité, des valeurs que nous nous devons de maintenir à la base de notre système de santé. Alors évidemment, nous sommes conscients que le système actuel comporte des lacunes qui nous empêchent de considérer le statu quo comme une option viable. Toutefois, nous nous opposons au ticket modérateur à des niveaux éthiques et médicaux sur lesquels j'argumenterai et au niveau pratique qu'abordera mon partenaire, et ultérieurement, il terminera en proposant de véritables solutions à considérer. Alors, d'abord, du point de vue des valeurs, l'instauration de cette mesure, le ticket modérateur, vient percuter de plein front tous ces beaux principes qui nous sont chers au Québec. Des principes que nous avons défendus, que nous défendons actuellement et que nous devons de continuer de défendre dans le futur afin de maintenir la fierté de notre identité québécoise. L'ex-ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, s'était d'ailleurs résolu à l'admettre après avoir tenté sans succès d'instaurer une franchise. La culture, ici, au Québec, n'est pas prête pour ça. Le problème majeur avec l'instauration d'un ticket modérateur est qu'il fait en sorte que ce soit des conditions économiques qui déterminent de l'accessibilité et du choix de soins. D'ailleurs, dans cette même continuité, la loi canadienne sur la santé prévoit 5 principes pan-canadiens, dont celui d'universalité, qui dit que chaque Canadien a droit à un régime public d'assurance maladie, celui d'accessibilité, qui vise à freiner le recours à des obstacles financiers ou autres qui empêcheraient un Canadien de recevoir ses soins de santé désirés et dont il a besoin. Et finalement, cette même loi canadienne sur la santé stipule, en vertu de l'intégralité, que les soins fournis par les médecins et les hôpitaux doivent être défrayés par une assurance publique et donc par le fait même ne pas engendrer de coûts supplémentaires. Aussi, selon le commissaire de la Santé, Robert Salois, il n'y a aucun doute que certaines personnes ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins si une telle mesure de ticket modérateur était instaurée. À son avis, les défavorisés, les aînés, seraient particulièrement frappés par une telle mesure, et c'est la conclusion du rapport de la viabilité du système de soins de santé au Canada, publié par la Commission Romano, qui démontre que les Québécois défavorisés ou plus âgés réduisent davantage que les autres groupes démographiques leur consommation de services médicaux dont ils ont besoin lorsqu'ils ont à payer un ticket modérateur. Il cite entre autres une étude sur l'assurance médicaments du Québec qui révèle que les aînés réduisaient de 90% leur consommation de médicaments lorsqu'ils devaient payer un ticket modérateur. En somme, la barrière tarifaire du ticket modérateur nuit à l'accessibilité aux soins de santé. Pour continuer du point de vue médical, le ticket modérateur s'oppose à la prévention. Le ticket modérateur aura un impact de découragement qui fera en sorte que des personnes en besoin attendront et distanceront leur consultation avec des médecins, et qui feront aussi que ces autres personnes n'iront pas à leur rendez-vous annuel. De plus, la promotion de saines habitudes de vie, habituellement prodiguée dans le bureau du médecin et qui a des impacts externes sur la vie en communauté, va être laissée de côté malgré qu'elle soit un élément essentiel d'un bon système de santé. Encore pire est le risque que des gens atteints de maladies graves repoussent leur première consultation avec un médecin. Dans le cas de certaines maladies, ce retard peut être fatal et il est connu que, par exemple, la détection précoce d'un cancer peut déterminer du sort du malade. Ainsi, ralentir cette première consultation avec le médecin est possiblement un danger pour les patients peu fortunés et paradoxalement d'augmenter les coûts à long terme défrayés par l'appareil public. Le temps aux attentes ne cessera d'augmenter de la même façon. Ainsi, il vaut mieux prévenir que guérir, et c'est ce que prévoient les propositions de mon collègue Olivier
mais avant, il continuera en dénombrant d'autres problèmes dus à l'instauration d'un ticket modérateur. Merci. Merci. Monsieur le Président, membres du jury, nous ne sommes pas ici pour vous parler d'outils politiques. Nous sommes ici pour vous parler de la petite Linda. La petite Linda. Juste à côté, en bas du Mont-Royal, partout où c'est noir, où c'est pauvre, genre Montréal-Nord, Hochelaga, Côte-des-Neiges, ce sont ces jeunes, toujours les mêmes, qui sont délaissés. Ils se nomment Divine, Uzaï, Steven. Cette fois-ci, c'est Linda. Chez Linda, seule la confusion est en santé. Son père revient au domicile familial uniquement une fois par mois, et c'est pour récolter le chèque de bien-être social et pour laisser sa marque sur le corps de Linda. Cette petite Linda aurait besoin, plus que n'importe lequel d'entre nous, d'avoir accès à un médecin. Parce que rappelons-nous que dépendamment de si on est dans Parc Extension ou dans Ville-Mont-Royal, l'espérance de vie varie d'une décennie. C'est pour cette petite Linda et tous les autres jeunes défavorisés et pour qui les parents ne sont pas prêts à investir dans la santé que nous nous opposons au ticket modérateur. Le ticket modérateur se base sur un préjugé fort répandu que les gens se rendent aux urgences uniquement pour y faire une simple balade de santé. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on est prêt à attendre 17 heures aux urgences, c'est que l'on a une réelle raison d'y être. D'un point de vue plus statistique, la commission Romano sur la viabilité du système de soins de santé au Canada établit que la surutilisation du système de santé équivaut à moins de 1% des coûts totaux du système. Moins de 1%. Du côté pratique et pragmatique, l'instauration d'un ticket modérateur engendrerait des difficultés d'application trop importantes dans le contexte actuel. Tout d'abord, le ticket modérateur soulève un problème d'aspect constitutionnel. Selon le rapport remis par l'Université Sherbrooke par l'auteur Jacques Maziaz, une province désireuse d'introduire un ticket modérateur dans son régime d'assurance maladie risque de voir le gouvernement d'Ottawa entraver sa démarche. L'opposition du fédéral prend la forme de représailles financières à l'endroit de la province qui utilise le ticket modérateur. Car le fédéral, par son pouvoir de subventionne les provinces, les systèmes de santé des provinces. Toutefois, ces subventions sont conditionnelles au respect de la loi canadienne sur la santé. Et cette loi dit explicitement qu'il est interdit de greffer l'assurance maladie d'aucun frais modérateur. Et même si le ticket modérateur pouvait être instauré, selon la commission Romano, celui-ci engendrerait une augmentation des coûts administratifs qui viendrait annuler les revenus provenant de ce ticket modérateur, le rendant par conséquent inutile. Nous sommes conscients des problèmes du système de santé. Toutefois, nous considérons qu'il y a des mesures plus efficaces, moins discriminatoires, pour améliorer les problèmes réels du système de santé. Et c'est pourquoi nous proposons, au lieu d'un ticket modérateur, un financement des hôpitaux à l'activité, une augmentation des responsabilités des infirmières et une augmentation des soins de première ligne. Le financement des hôpitaux à l'activité rompt avec l'approche traditionnelle du budget global. Celui-ci base la gestion des ressources financières sur la quantité et le type de soins offerts. Et donc, les hôpitaux ont avantage à accomplir plus d'actes et d'avoir une meilleure efficacité afin de recevoir un plus gros financement. Et cet incitatif à l'efficacité est, selon nous, une bonne mesure pour régler les problèmes du système de santé. Du côté des infirmières, eh bien, si l'on regarde la tendance internationale observable, le Québec est en retard. Nous pourrions confier plus de responsabilités aux infirmières et les faire devenir ce que nous appelons communément des super infirmières. Selon le rapport de l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, les infirmiers et infirmières pourraient jouer un rôle accru dans la promotion, la prévention et la qualité accrue des soins. Les infirmières pourraient contribuer à avoir une première ligne plus efficace. Une première ligne plus efficace qui permettrait de désengorger les urgences et d'améliorer l'efficacité du système de santé. Et c'est pourquoi nous prônons ces mesures qui, contrairement au ticket modérateur, ne sont pas discriminatoires et ne réduisent pas l'accessibilité. En somme, mon partenaire et moi nous opposons au ticket modérateur d'un point de vue de valeur et de principe, car celui-ci contrevient à l'accessibilité et à l'universalité des soins de santé. Nous nous opposons au ticket modérateur d'un point de vue médical, car celui-ci va à l'encontre de la prévention. Nous nous opposons au ticket modérateur d'un point de vue pratique, car le ticket modérateur engendrerait non un débat constitutionnel, et même s'il pouvait être appliqué, une augmentation des coûts administratifs. Finalement, nous nous opposons au ticket modérateur, car il existe des mesures plus efficaces, moins discriminatoires et moins coûteuses à mettre en place. S'il n'y a aucune opposition à un ticket modérateur au Québec, nous risquons fortement, pour des raisons de discrimination financière, de tomber vers un réseau d'aisés et un réseau de démunis, un système à 2 vitesses. Alors que ce que nous voulons réellement au Québec, c'est un réseau qui fonctionne
en troisième vitesse. Merci. Merci, Brébeuf. Alors, Collège Stanislas, votre réplique, 5 minutes au total entre vous deux. Honorable Président, Mesdames et Messieurs du jury, rebonsoir. Je commencerai dans un premier temps par répondre aux arguments proposés par la partie adverse. Je laisserai ensuite la parole à ma collègue Marina Najar, qui vous rappellera les principaux points de notre argumentaire. La partie adverse a tenté de vous faire passer le ticket modérateur comme une mesure discriminatoire, qui serait en mesure d'empêcher certaines personnes d'accéder à des soins de santé efficaces. Néanmoins, au risque de nous répéter, notre ticket modérateur serait un ticket modulé, qui s'adapterait aux revenus et à la situation de chaque personne. Monsieur Claude Castonguay lui-même, dans son rapport En avoir pour son argent, affirme qu'un tel ticket ne nuirait pas à l'universalité du système de santé. D'autre part, on nous le présente comme pouvant entraîner un débat constitutionnel. Néanmoins, la loi canadienne sur la santé a été mise en place afin que chaque citoyen québécois et canadien puisse avoir l'accès à des soins de santé. Son principe n'est donc pas contredit par un ticket modulateur modulé. Le ticket modérateur, sous cette forme, ne contreviendrait pas à l'esprit de la loi canadienne. Et nous en avons d'abord la preuve dans notre système actuel. La coassurance, évoquée par nos collègues, n'est pas discriminée par la loi canadienne, alors qu'il s'agit bien d'un ticket modérateur, et ce parce qu'elle est répartie en fonction du besoin et des moyens de ses utilisateurs. D'autre part, je souhaiterais faire une remarque sur un commentaire de la partie adverse, très brièvement. Dans 2 phrases de suite, ils ont annoncé ne pas vouloir s'entraîner avec des objets politiques avant d'utiliser l'exemple de la petite Linda comme un objet politique. Et je vous implore de ne pas vous laisser convaincre, ou plutôt persuader, par cet argument. De plus, le contre nous a annoncé qu'au maximum 1% des coûts en matière de santé provenaient de la surutilisation. Mesdames et messieurs, 1% de 31 milliards de dollars. On a là 300 millions. Est-ce vraiment une source négligeable de revenus? Nous ne pensons pas. Pour finir, le contre a beaucoup argumenté sur la question des super infirmières qui permettrait un système plus efficace. Je souhaiterais finir en vous faisant remarquer que les super infirmières et le ticket modérateur ne sont pas de mesures contradictoires. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Marina Najar, qui vous résumera les principaux points de notre argumentaire. Merci. Nous allons donc récapituler. Au vu de la situation économique de 2013, nous avons besoin de changement. Le ticket modérateur répondrait à ce changement. En 1971, nous pouvions nous permettre un tel système. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Aujourd'hui, la croissance ne dépasse pas 0,8% et la dette publique augmente de 23 millions de dollars par jour. Nous avons besoin de trouver d'autres sources de financement à même de redresser la barre. Le ticket modérateur répondrait à ce changement. Il serait en mesure d'apporter de l'argent neuf dans le système. Il serait un moyen de remettre en question l'immobilisme dont fait preuve notre système face aux problèmes d'aujourd'hui. Il serait un moyen de permettre une plus grande implication des Québécois dans leur propre système de santé. Alors, pourquoi nous en passons-nous? Le Canada est le seul pays de l'OCDE à ne pas avoir le ticket modérateur. Le Canada et les Québécois sont-ils beaucoup plus riches que les autres pays des membres de l'OCDE? L'Allemagne a mis en place le ticket modérateur depuis plus de 25 ans et a l'un des systèmes de santé les plus efficaces au monde. Finalement, le ticket modérateur peut être mis en place sans nuire à l'universalité de notre système de santé. Il serait un ticket modérateur modulé et progressif, c'est-à-dire que la somme maximale imposable aux patients ne dépasserait pas 1% de ses revenus, comme nous l'avons dit plus tôt. Il faut cesser de se fermer les yeux. Le ticket modérateur peut et doit être mis en place pour un système de santé plus juste, plus sain et plus durable. Merci. Merci. Votre 5 minutes de réplique, 5 minutes au total, quand vous êtes prêts.
Monsieur le Président. Nous sommes relativement surpris et contents de voir que, à part notre divergence fondamentale, certaines de nos pensées se rejoignent des deux côtés. Alors, l'un d'entre eux est que nous nous accordons sur le fait que l'immobilisme n'est pas envisageable, ce n'est pas ce que les deux équipes proposent. Toutefois, ce que nous disons, c'est que, encore pire que l'immobilisme, il y a le recul. Et un ticket modérateur, ce serait de reculer. Ça serait de reculer derrière ces valeurs d'équité, d'universalité, qui, malgré les propositions de l'équipe adverse, nuiraient à l'accessibilité aux soins de santé. Un cas comme l'assurance médicaments mentionné est éloquent dans ce domaine. Alors, si nous ne voulons pas être immobiles, si nous ne voulons pas reculer, nous devons avancer, et cela se fera avec des mesures comme les super-infirmières, qui d'ailleurs aujourd'hui se sont revendiquées davantage de pouvoir, se sont levées en bloc, catégoriquement, carrés, contre les coûts aberrants du système de santé, contre les marges de coûts des agences de santé ahurissants. Alors, ce sont des endroits dans le système de santé où l'argent est présent, où nous pouvons aller chercher de l'argent pour augmenter l'efficacité du système. Ce n'est pas en coupant l'accès à certaines personnes que nous compenserons un problème par un autre problème. Par la suite, le financement à l'AC demeure en effet, comme les autres de nos méthodes, une mesure qui n'entre pas en contradiction avec le ticket modérateur. Eh bien, après une seconde pensée, je crois que oui, ils entrent en contradiction, car les deux avancent dans des sens différents. L'une nous conserve ces valeurs qui étaient bonnes il y a 45 ans, c'est vrai, mais qui sont encore aujourd'hui, parce que c'est notre devoir de mémoire envers ce passé qui est tout de même proche et qui nous rattache aux racines de notre État. Ainsi, je souhaite une bonne continuité à Olivier avec la conclusion de notre argumentaire et un requestionnement des fondements du débat d'aujourd'hui. Monsieur le Président, membres du jury, j'aimerais revenir sur la définition que nos adversaires ont donnée d'un système de santé idéal, définition à laquelle nous adhérons. Et je les cite, un système de santé simple, efficace et durable. Je vais commencer par la fin en parlant de la durabilité. Le problème avec un ticket modérateur, c'est que c'est une mesure à court terme. Nous parlons d'un financement de 500 millions de dollars sur un financement global de 30 milliards de dollars, pour des coûts en santé qui augmentent à un rythme ahurissant. Ce 500 millions de dollars, il considère qu'il sera bien aujourd'hui et qu'il pourra régler les problèmes de santé. Mais qu'en est-il de demain? Pourra-t-il continuer à solutionner les maux du système de santé? Ils ont parlé d'efficacité. Efficacité, nous ne croyons pas que le ticket modérateur est une mesure incitative à l'efficacité, contrairement à un financement à l'activité et à une augmentation des responsabilités des infirmières. Infirmières qui vont pouvoir contribuer à l'efficacité du système de santé en offrant de meilleurs soins de première ligne. Finalement, ils ont parlé de simplicité. Le problème avec le système de santé actuel est une trop grande bureaucratie. Au Québec, par personne, nous investissons 61 $ dans la bureaucratie du système de santé, comparativement à une moyenne de 49 $. 71 $, 49 $. Nous investissons plus dans la bureaucratie. Il y a 2 fois plus de bureaucrates dans le système de santé que de médecins, alors que le réel fondement du système de santé est de fournir des soins à la population. Et d'ailleurs, pour revenir sur ce fondement, je me demande fondamentalement pourquoi nous sommes en train de débattre sur le ticket modérateur aujourd'hui. La santé est la chose la plus importante. Qu'est-ce que l'on souhaite au Nouvel An? C'est de demeurer en santé. D'ailleurs, les personnes qui ont été gravement malades dans la salle sont là pour en témoigner. C'est lorsque l'on perd la santé que l'on réalise à quel point c'est une denrée précieuse. Lorsqu'une personne tombe malade, la dernière chose dont elle devrait avoir à se préoccuper, c'est de payer un ticket modérateur, un frais modérateur. On ne choisit pas de tomber malade. Et donc, c'est pourquoi nous nous opposons à un ticket modérateur. Il y a une multitude d'autres endroits où le gouvernement du Québec peut couper, autre que la santé. Pour vous donner un exemple, on propose d'aller chercher 500 millions avec le ticket modérateur, mais il y a 3,5 milliards qui échappent à chaque année au gouvernement en évasion fiscale. D'un côté, nous voulons faire payer les plus infortunés, et de l'autre côté, nous fermons les yeux sur les actes des plus fortunés. C'est pourquoi nous nous opposons à un ticket modérateur.
Merci. Alors, votre première question pour l'équipe adverse, Stanislas. Le Canada et le Québec connaissent-ils une situation socio-économique si extraordinaire qui justifie que nous soyons les seuls et le dernier pays de l'OCDE à ne pas nous être dotés d'un ticket modérateur? Je ne crois pas qu'il faut regarder cette situation-là comme un contexte économique et se dire que, étant donné que le Québec a comparé les situations économiques, nous avons fait des choix au Québec. Et je pense que nous devrions être fiers d'être le seul pays à ne pas avoir implanté un ticket modérateur. Un seul pays à assurer une accessibilité, une universalité des soins. Il y a plein d'autres endroits où le gouvernement peut aller couper, peut aller chercher. Nous avions fait le choix au Québec, en 1971, de financer le système avec l'imposition. Un choix que nous considérons prioritaire de demeurer à la base de notre système de santé. Toutefois, il y a des endroits où nous pouvons couper dans le système de santé. M. l'honorable Castonguay l'a dit dans son livre, et une des mesures qu'il propose est le financement à l'acte. J'ai oublié une série d'autres mesures. Eh bien, ces mesures permettraient de couper 10% du budget total de la santé, 3 milliards de dollars. Leur ticket modérateur propose uniquement 500 millions. Donc, nous pensons que, si pour revenir à un point de vue financier économique, il existe des meilleures méthodes au ticket modérateur, et sur quoi nous débattons entre autres ce soir, et les problèmes du système de santé et les solutions que nous devons y apporter. Et nous croyons que le ticket modérateur n'est pas la solution au système de santé. Merci. Merci. Votre première question? Monsieur le Président, nous aimerions revenir sur un élément que nous avons mentionné à quelques reprises, qui est les dépenses en administration dans le système de santé. Alors, au Québec, c'est 72 $ par habitant, comparativement à une moyenne canadienne de 49 $. Ainsi, est-ce que l'argent n'est pas déjà dans le système? N'est-ce pas simplement qu'il n'est pas utilisé à bon escient? Et c'est ce que je demande à mes adversaires. Merci. Vous évoquez le prix de l'administration. Néanmoins, combien de cadres sont-ils utiles au fonctionnement du système? On dénombre plus de 14 000 cadres visant à aider et soutenir le système de santé québécois. Plus de 70% aident directement à soigner les patients. Nous pensons en effet que notre système manque d'organisation. Mais le ticket modérateur, en 3 ans, pourrait compléter les 1,4 milliard de dollars dont nous avons besoin pour finir l'informatisation du système. En implantant des fonds supplémentaires, nous pourrions prendre le temps et les moyens de réorganiser notre système pour qu'il fonctionne mieux, plus efficacement et plus durablement. Merci. Votre seconde question? L'équipe adverse nous a parlé d'autres solutions plus efficaces. Si elles sont si efficaces, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas encore mises en place? 1 minute pour répondre. Monsieur le Président, à l'inverse, si leur mesure est si efficace, pourquoi n'a-t-elle pas été instaurée? Alors, à cette question, je me demande réellement quelle réponse je puis y apporter, autre que ce sont des mesures qui valent le courage politique, malgré qu'elles soient parfois difficiles à instaurer dans la culture qui est parfois à tendance plus social-démocrate. Alors, le financement à l'acte qui propose une compétitivité de nos hôpitaux est certainement avantageuse. Il suffit d'avoir la volonté d'en faire une mesure au centre de notre système. Autrement, les rôles accrus dans les soins infirmiers ont déjà été entrepris légèrement quand même par le passé. Il faut continuer dans cette tendance. Alors, j'ai l'impression que nous nous dirigeons dans la bonne voie, qui est celle d'une réforme de notre système plutôt qu'un ticket modérateur. Merci. Merci. Et votre dernière question pour l'équipe du Collège Stanislas? J'aimerais que nos adversaires adressent à la validité constitutionnelle du ticket modérateur. Contrairement à ce qu'ils ont mentionné, le ticket modérateur, il est expressément prévu dans la loi canadienne qu'aucun système d'assurance maladie des provinces ne doit être greffé de frais modérateurs. Et selon notre avis, le ticket modérateur en est un. Donc, que ferait-il avec cette validité constitutionnelle? Merci. Merci. Il convient de distinguer la loi et l'esprit de la loi canadienne. Celle-ci a été mise en place afin de garantir l'universalité du système.
Et pour citer pas forcément exactement M. Castonguay, le ticket modérateur ne serait pas contradictoire avec l'esprit de la loi canadienne, dans la mesure où celui-ci serait modulé. Tout ce que nous avons. Merci. C'est à votre tour, les membres du jury. Des questions? Jean Poulet? Le président du jury vous regardait vraiment dans votre direction. Je n'ai pas voulu vous mettre. Est-ce qu'il y a Oui, j'en ai une question qui s'adresse qui suit les propos de Olivier. Oui. Alors, vous avez parlé dans vos propos qu'on aurait tout intérêt à augmenter le rôle des super infirmières. Avez-vous pensé à certains moyens d'en convaincre les médecins? Alors, je suis très ardu que vous me demandez là, moi n'étant pas un spécialiste du système de santé. Je pense que la meilleure méthode pour convaincre les médecins de l'efficacité et du besoin d'augmenter les responsabilités des infirmières est de se tourner vers ce qui se passe en ce moment à l'international. Les responsabilités des infirmières sont presque partout supérieures à ce qui est présentement au Québec. Et je pense que c'est en se comparant avec les meilleurs systèmes, par exemple la France, la Suède, que l'on peut essayer d'améliorer notre propre système. Et je pense que c'est un argument assez convaincant de dire, regardez, ça fonctionne ailleurs, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici au Québec? Votre argument de la comparaison tient pour les infirmières, pourquoi ne tient-il pas pour le ticket modérateur qui existe dans tous les autres pays de l'OCDE? La comparaison revient rapidement. À la différence près, je crois que les infirmières sont déjà présentes dans le système, ont déjà un rôle. Alors, il s'agit d'une bonification au système actuel que nous nous sommes déjà donné, alors qu'un ticket modérateur est un apport extérieur au sein du système. Et puis, malgré qu'il faut se comparer avec les pays internationaux, il faut quand même regarder la spécificité de notre État, l'unicité de notre modèle que nous avons voulu conserver au fil des ans. Alors, j'espère que ça convient, monsieur. Simplement parler dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende sur l'enregistrement. Si vous voulez le tourner vers vous un tout petit peu. L'équipe du pour et le ticket modérateur est revenue souvent pour nous dire que le ticket modérateur augmenterait la flexibilité de notre système. Moi, je n'ai pas entendu d'argument convaincant pour ça. Personnellement. Par flexibilité, nous voulions plutôt dire un moyen d'aider le Québec à sortir de l'immobilisme dont il fait preuve en matière de santé. Car le ticket modérateur, c'est une façon de changer. Ceci étant dit, j'admets que le terme n'était peut-être pas forcément le mieux à employer. Mais je vous relancerai là-dessus. Moi, justement, vous parlez beaucoup d'immobilisme, comme si c'était acquis que notre système fonctionne totalement mal. Vous avez parlé de système à 2 vitesses, comme si c'est la norme aussi. J'aimerais que vous expliquiez un peu plus cet immobilisme selon vous. Dans la même veine, si je peux me permettre une petite ironie, mademoiselle a souligné que les gens seraient heureux de faire partie du meilleur système de santé au monde. Je vais admettre que... ne va pas être si pire que ça. En effet, pour moi, il ne faut jamais cesser de l'améliorer. En parlant de la médecine à 2 vitesses, si je pouvais prendre 5 secondes pour aller chercher un truc. Selon le livre sorti par M. Castonguay en 2008 ou 2009, je ne saurais pas vous dire, il y a de profonds problèmes de corruption chez les médecins. Enfin, corruption, j'y vais un peu fort, excusez-moi. Mais il a été montré que plus de 80% des médecins accordaient des traitements privilégiés à certains de leurs patients et quelque chose comme 40% des directeurs d'hôpitaux
Donc c'est ce qu'on entend par médecine à deux vitesses. Maintenant, pour l'immobilisme, le Québec refuse de prendre un certain nombre de réformes qu'on voit partout ailleurs. Le ticket modérateur en est une, c'est bien le seul pays de l'OCDE à ne pas en être doté, le Canada. D'autre part, le gel du salaire des médecins que nous refusons d'envisager, alors que les améliorations de la technologie permettent de leur poser toujours plus d'actes, et c'est de là que vient une bonne partie de l'augmentation de nos dépenses. Ce gel a été entrepris en Ontario, il y a peu, et c'est le refus de prendre ce type de réforme qui pourrait améliorer notre système que nous appelons immobilisme. Pour l'équipe de BREF, est-ce que votre proposition, c'est formée sur une base philosophique ou financière? C'est-à-dire? Votre proposition, elle a fait qu'on ne doit pas avoir de ticket modérateur. Le but de notre position, en fait, était de se baser sur tous les principes d'un point de vue de valeur, étant donné que la Révolution tranquille avait amené ces belles avancées pour le système de santé et pour la société québécoise. D'un point de vue économique et financier, étant donné que nous considérons que le ticket modérateur est seulement une mesure à court terme. Je l'ai mentionné, injecter 500 millions dans la santé présentement pour un budget total de 31 milliards. Et si on extrapole, eh bien, il faudra, d'après les données, il faudra ajouter 44 milliards en 2030. Donc, 44 milliards plus 30 milliards, on est rendu à 74 milliards et on parle toujours de 500 millions pour le ticket modérateur. Et même d'un point de vue financier, nous ne considérons pas que le ticket modérateur est une variable importante qui pourra contribuer au financement du système. Et celui-ci contrevient au point de vue de valeur, au point de vue médical. Et donc, c'est pour ça que nous nous opposons à un ticket modérateur. Merci. Je ne sais pas si c'est approprié de faire ce commentaire-là, mais comme vous ne saviez pas, ni une équipe, ni l'autre, quel côté de la clôture vous seriez, je trouve que tous les deux équipes, vous avez fait un très bon travail de regrouper tous les arguments pour, les arguments contre, et que vous les avez présentés d'une façon qui, moi, pour un, en tous les cas, je trouve impressionnante. J'aurais aimé même, lors de la dernière élection, que le débat public soit aussi rigoureux que celui que vous nous avez présenté. La grande finale, merci beaucoup à nos deux équipes dans un premier temps et merci beaucoup aux membres du jury. Je vous invite maintenant, chers membres du jury, à vous retirer pour déterminer qui seront les grands gagnants de cette 24e édition. Et je vous invite à demeurer, quant à vous, près de la salle pour l'annonce des gagnants. Merci. Vous pouvez vous asseoir, merci. Pardon. Alors, avant de procéder au grand dévoilement, permettez-moi de remercier chaleureusement les membres de notre jury qui, tous, spontanément, ont accepté notre invitation. À l'honorable Richard Wagner, Dr Georges Lévesque, Mme Pascale Breton, Mme Denise Boulet et M. Claude Castonguay, du fond du cœur, un grand merci. Many thanks also to the members of the semi-finals jury, Maître Pierre Fournier, Dominique Vézina et André Dorsenance. Enfin, un immense merci à tous les étudiants qui participent au débat à chaque année, à tous les professeurs qui incitent leurs étudiants à s'inscrire, ainsi qu'à tous ceux qui sont venus les encourager. Merci beaucoup.
J'invite maintenant Maître Catherine Pilon, bâtonnière du Barreau de Montréal, à venir vous adresser quelques mots. Merci, Maître Plouffe. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'il y a des... Pas je pense, en fait, il y a des étudiants à qui je souhaite la bienvenue, des parents, des amis. Alors, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Et évidemment, comme Maître Plouffe l'a mentionné, je remercie tant le jury de la finale que de la demi-finale. C'est fort apprécié que vous donniez de votre temps au Barreau de Montréal et également aux jeunes qui sont ici ce soir. Jeunes que j'ai entendus en finale. Je n'ai malheureusement pas vu la demi-finale, mais si j'en crois le temps du délibéré avant que la décision soit annoncée sur les groupes qui se rendaient en finale, je n'ai pas de raison de penser que la qualité était bien différente de l'excellente qualité que j'ai entendue pendant la finale. Alors, félicitations, vous étiez tous extrêmement préparés. Il y avait beaucoup de profondeur dans ce que vous avez dit et vous l'avez dit avec beaucoup d'éloquence dans un français absolument impeccable et j'étais très impressionnée. Et en passant, je félicite quand même aussi vos parents parce qu'il y a toujours un petit côté du succès de nos enfants qui nous revient. Alors bravo aux parents aussi. Je remercie alors, outre les parents, bien évidemment les autres personnes, les professeurs aussi, qui sont là ce soir, comme l'a dit Maître Plouffe. Merci d'être venus encourager les participants. La soirée le débat oratoire cette année a un caractère un peu plus particulier, un peu plus spécial, parce qu'on a, pour la première fois, on va remettre à l'équipe gagnante un prix qui va dorénavant, le prix de l'équipe gagnante va dorénavant porter le nom de Philippe Casgrain. Philippe Casgrain est un ancien bâtonnier de Montréal en 1980-1981. Je l'ai connu pour avoir pratiqué avec lui. Il est décédé il y a 2 ans. Maître Casgrain était un très grand plaideur. Il était également un grand orateur et outre aimer la plaidoirie et le droit, il aimait aussi beaucoup l'art oratoire. Il aurait été, lui aussi, je suis certaine, impressionné d'entendre les gens que j'ai entendus aujourd'hui, s'il avait pu être là. Mais pour honorer sa mémoire, le Barreau de Montréal nomme donc dorénavant le prix qui est remis à l'équipe gagnante du concours de plaidoirie, le prix Philippe Casgrain. Et pour avoir travaillé avec lui, je peux vous dire que ça me touche vraiment beaucoup. Il me manque depuis qu'il nous a quittés. Et je suis certaine, enfin, j'espère qu'il est avec nous, à tout le moins, par la pensée. Avant de passer à l'annonce des gagnants, vous allez me permettre une petite pause publicitaire pour vous dire que le Salon Visée droit du Barreau de Montréal aura lieu du 8 au 11 avril prochain au complexe des Jardins. Il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées, des consultations juridiques gratuites, des procès simulés, des débats, etc. Et plus particulièrement pour les jeunes, il y aura un entretien qui s'appellera « Jeunes et politiques », qui sera avec John Parisella, Dominique Anglade et Maître Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, si vous avez l'occasion de venir y assister, je vous promets que ça devrait être fort intéressant et de très grande qualité. Je remercie également, évidemment, notre modératrice qui est là, Maître Michel Moreau, la présidente du comité des débats oratoires, Maître Julie Mousseau, la maître de cérémonie, Maître Rosalie Plouffe, et notre chronométreuse, Maître Nathalie Lefebvre, et tous les autres membres du comité du concours, évidemment, qui travaillent chaque année afin de faire du concours un succès. Maintenant, je demanderai au président du jury, M. le juge Wagner, un ancien bâtonnier de Montréal, comme il a été mentionné un petit peu plus tôt, de nommer les gagnants. Je vous laisse la place. Alors, merci, M. Pilon. Dans un premier temps, j'aimerais, moi aussi, féliciter et remercier tous les bénévoles qui s'occupent de ces débats oratoires depuis plusieurs années, et tous ceux qui veulent bien participer au succès de ces débats. Je pense que c'est important et c'est toujours réconfortant de voir des jeunes participer avec autant d'enthousiasme à cet exercice-là. Et un merci aux parents aussi qui accompagnent cette démarche. Alors, je vous remercie et je vous félicite. Je voudrais remercier également mes collègues des membres du jury que je n'avais pas rencontrés auparavant. Ça m'a fait bien plaisir de les rencontrer. Ça a été très sympathique et je me croyais à peu près comme lorsque je siège à la Cour suprême. On était 5.
Je dis presque parce que là, on était unanime aujourd'hui. Mais ça a été un très grand plaisir de siéger avec vous. Et il n'y a pas vraiment de gagnant puis de perdant, ce genre de concours-là. Mais les formalités de l'exercice nous demandent à désigner une équipe gagnante. Mais moi, je tiens à vous dire, au nom de mes collègues, qu'on a trouvé que les deux équipes étaient excellentes. On vous félicite les deux. C'était pas évident. On est obligé d'en choisir une par la force des choses, mais l'exercice n'a pas été facile. Et ça, je vous le dis de façon le plus sincère, et c'est le fruit de nos réflexions. Alors, étant donné qu'il faut choisir, on a choisi une équipe gagnante. Oui? Oui? On garde le suspense. Ben, c'est une excellente idée. C'est bon. Alors, il y en a même deux. Alors, parmi les meilleurs orateurs, on retrouve Yu Long Nguyen. Et le deuxième meilleur orateur, Vanessa Nagandal. Alors, là, est-ce qu'on commence? On peut y aller? L'équipe gagnante ou la finaliste? L'équipe gagnante. Bon. Alors, les membres du jury de la finale déclarent que l'équipe gagnante de la 24e édition du concours des débats oratoires du barreau de Montréal est Stanislas. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pour avoir des choses à dire ce soir, et que c'est pas évident d'improviser maintenant. Mais il y a une chose qui nous semble sûre, c'est qu'on a beaucoup de gens à remercier, les membres du jury des demi-finales, nos concurrents finalistes, mais surtout Monsieur Pratt du collège Stanislas et Vlad qui nous ont aidés et guidés dans cette aventure, et on a vraiment eu de la chance de les avoir. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'inviterai les finalistes à venir à l'avant prendre leur prix également. Vincent Bérubé, Olivier Babin. Brébeuf. Merci beaucoup, Monsieur le juge Wagner. Merci à notre jury vraiment pour vos commentaires et votre présence ce soir. Et félicitations à tous. Et j'inviterai l'équipe gagnante à rester à l'avant pour notre photo officielle. Et au nom du comité organisateur, je vous remercie de votre présence ce soir et au plaisir de vous voir l'année prochaine. Merci.